Bonjour à tous, donc du coup je me présente, je m'appelle Chloé Liard, je suis chargée de développement et projet chez Réseau Vrac et aujourd'hui je vais vous présenter, les résultats, de plusieurs études combinées en fait qu'on a menées avec des partenaires notamment Nielsen et puis, des données qu'on a qui sont issues de, nos propres études ou suivies, sur la thématique de la France du vrac. Donc essayer de comprendre les dynamiques du vrac dans les différents territoires, de France. Donc à la fois les dynamiques de consommation, ça va être qui consomme vrac, ou est-ce qu'il y a des spécificités régionales dans les types de produits qui sont consommés en vrac. Et dans la deuxième partie, on s'intéressera plutôt au circuit de distribution et de production pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est produit et distribué en vrac dans les différentes régions de France. Avant ça, un petit rappel des chiffres du marché au niveau national. Donc, comme vous le savez, la France fait partie des pays les plus avancés en matière de vrac aujourd'hui. Sur la courbe de croissance, elle reflète la crise de ces dernières années. On voit que jusqu'en 2019, on était sur une très forte croissance. Et cette année, pour la première fois, la croissance a stagné entre 2020 et 2021. Ce qui ne nous empêche pas de rester positif pour la suite, puisqu'on estime qu'il y a quand même une base de consommateurs stables et surtout un marché qui est soutenu par l'État français, notamment avec la loi climat et résilience et le fait qu'il va y avoir 20% de vrac dans les grandes surfaces d'ici à 2030. Donc tout ce soutien nous fait dire qu'on reste très positif sur l'avenir de la croissance vrac en France. Alors, on va commencer à parler de la consommation vrac. La thématique de cette présentation, c'est d'essayer de voir en fait quels produits sont consommés en vrac et à quels endroits en France. Selon les chiffres qu'on fait avec Nielsen et qu'on a donc là qui datent de décembre 2020, on estime qu'il y a aujourd'hui à peu près 37% des consommateurs qui consomment vrac en France. Donc c'est un petit peu moins de la moitié des Français. Et donc quand on regarde un petit peu les régions qui consomment vrac, on va avoir deux régions principales. Alors ça c'est le découpage Nielsen, c'est pas le découpage des régions de France qu'on connaît, donc c'est un peu moins précis malheureusement. Ils n'ont pas ils ont pas le découpage, le vrai découpage administratif. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que dans le Grand Ouest, donc Normandie, Bretagne, il y a beaucoup plus de consommateurs vrac que dans le reste de la France. Enfin, ils ont 46% de consommateurs vrac en moyenne, donc c'est beaucoup plus qu'au national. Et puis sinon, c'est la région Provence-Languedoc, donc plutôt le sud, qui consomme davantage vrac. Et il y a des régions un petit peu plus sous-représentées où il y a moins de consommation, notamment en Champagne-Alsace ou Bourgogne-Auvergne. Excusez, des gens qui consomment au moins vrac une fois par an. Bah, non, par an. Qui consomment vrac, donc dans le cadre de la définition légale de la vente en vrac, donc à savoir qui se servent de produits présentés sans emballage à la quantité choisie dans un emballage réemployable ou réutilisable. Et donc ça peut être tout circuit de distribution confondu à partir du moment où ça respecte cette définition-là. Oui. Donc ensuite, on s'est intéressé à savoir si, en termes de consommateurs de vrac réguliers. Donc là, le chiffre de 37%, c'est les personnes qui consomment vrac au moins une fois par an. Mais par contre, il y a des consommateurs plus réguliers qui, eux, vont consommer vrac plutôt une fois par mois. Donc sur les acheteurs de vrac précédemment cités, sur ces 37%, il y en a 22% qui sont des consommateurs réguliers. Et alors là, quand on regarde sur les régions, si c'est un peu différent de ce qu'on avait pu avoir précédemment, on retrouve encore la Normandie-Bretagne. Donc c'est à la fois des consommateurs de vrac de manière générale plus que la moyenne en France, mais également consommateurs réguliers, suivi de la Touraine-Charente. Et là, on a un petit peu, tout ce qui est Provence, Languedoc, qui font partie des consommateurs de vrac en France, par contre, sont moins réguliers. Et on a toujours les trois mêmes régions qui sont ni trop consommateurs de vrac, ni trop réguliers. Ensuite, quand on se concentre sur les motivations d'achat du vrac, donc ça, sur les chiffres Nielsen, on voit qu'il y a deux raisons d'achat en vrac principales en France. La première, c'est l'achat de la juste quantité. La première raison, selon l'étude de 2020, c'était les Français qui achètent vrac le font parce qu'ils veulent pouvoir choisir leur quantité de produits. Et la deuxième, c'est pour réduire leurs déchets d'emballage, ce qu'on pense aussi généralement quand on pense à l'achat en vrac. Et idem, on voulait essayer de voir s'il y avait des disparités régionales sur ces raisons d'achat. Et en l'occurrence, en Île-de-France, c'est une région qui va plutôt être conforme au total national, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt acheter vrac pour le choix de la juste quantité.
Et en revanche, dans tout ce qui va être réduire les déchets d'emballage, on va plutôt être sur la région Touraine-Charente. Ensuite, on voulait savoir également quels sont les produits vrac les plus achetés par région. Alors vous voyez, ça c'est le top alimentaire national. Sans surprise, on retrouve tout ce qui va être fruits oléagineux, produits secs, légumineuses, les graines, et puis après le riz, les céréales, etc. Et là, pareil, on voulait voir, on s'est dit peut-être qu'il y a certaines régions qui consomment davantage certains produits en vrac que d'autres. Et donc, cette carte, comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites spécificités régionales qui se dégagent. Pas mal de consommation de sucre en vrac dans l'ouest de la France. Dans le nord, on est plus sur du café, des épices. Dans le sud, des olives, des confiseries, des biscuits en Alpes-Jura. Et en fait, ça, c'est assez représentatif finalement de ce que les gens consomment pas mal dans ces régions-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des produits qui sont aussi beaucoup consommés en pré-emballé dans ces régions-là. Donc finalement, on achète en vrac les produits qu'on a l'habitude d'acheter en grande quantité de manière générale. Voilà, donc ça c'est un peu pour les dynamiques de consommation. Donc c'était des chiffres tous issus de l'étude Nielsen qui avait été réalisée en 2020 et où on leur a demandé, si possible, de sortir des données par région avec du coup leur découpage régional à eux. Et ça permet d'avoir quelques informations sur ce marché. Donc à noter qu'il y a quelques disparités régionales avec notamment une forte consommation dans l'Ouest, Bretagne, Normandie toujours. Et puis aussi un peu dans le Sud, mais moins régulier. Et on a également des disparités régionales sur les raisons d'achat, avec par exemple en Île-de-France où on va vraiment acheter plus pour la juste quantité que pour réduire ses déchets d'emballage. Et enfin, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a certes des disparités régionales dans le type de produits consommés en vrac, mais cependant, c'est plus lié à la typologie de produits qui sont aussi beaucoup consommés dans ces régions-là, même en pré-emballé. Dans la deuxième partie, on a voulu s'intéresser à tout ce qui était production, vente et emploi pour comprendre quels étaient les bassins d'emploi dans les différents territoires français et s'il y avait des dynamiques régionales particulières également, donc là plutôt côté professionnel. Alors, où on trouve le plus de fournisseurs vrac aujourd'hui en France? Ça, c'est basé sur notre base de données donc des adhérents de l'association fournisseurs. Donc, ça regroupe à peu près 600 fournisseurs qui sont adhérents de l'association. Et donc, quand on regarde, nous, nos fournisseurs, on retrouve encore une des régions qu'on a précédemment citées, la Bretagne qui revient encore, donc décidément Bretagne, territoire de vrac. Et puis, on a aussi l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France qui concentrent pas mal de fournisseurs. En revanche, il y a un peu moins de personnes dans la région qu'on cherche à développer, dont on va parler tout à l'heure, la région Bourgogne-Franche-Comté. Dans la même idée, on avait fait passer un questionnaire l'année dernière à nos adhérents dans le cadre d'une étude plus globale. Et on avait voulu s'intéresser aux filières locales, c'est-à-dire essayer de comprendre parmi nos adhérents, parmi les commerçants parmi les commerçants en fait, quelles denrées ils proposent dans leur commerce qui sont à la fois, qui sont produites localement. Donc du coup, pour comprendre dans les différentes régions de France, quelles denrées sont produites et ensuite distribuées localement. Donc nous, on se base là, la définition du local, il n'en existe pas vraiment de définition officielle aujourd'hui. Du coup, la définition sur laquelle on se base, c'est une définition de denrées qui sont produites dans un rayon de moins de 200 km autour du point de vente. Alors, les résultats de ça, c'est que c'est le top 10 des denrées qui sont les plus produites et distribuées en vrac dans un rayon de moins de 200 km. Bon, sans surprise, on a la farine, les lentilles aussi, les pâtes de blé tendre. Et voilà, vous avez toute la liste après avec jusqu'aux noix. Et on a même du quinoa. On sait qu'il y a pas mal, il y a notamment Berry Grain qui va intervenir juste après dans la conférence qui a fait du quinoa en région, dans le Berry. Donc voilà, il y a aussi des productions qui se relocalisent grâce aux filières vrac notamment. Et quand on regarde par région, il y a certaines denrées qui sont un peu surreprésentées, c'est-à-dire que davantage que les autres, on va retrouver ces denrées distribuées et produites dans ces régions-là. Donc en région, tout ce qui est nord-est, il n'y a pas forcément de choses qui se dégagent spécifiquement. Il n'y a pas une filière, un produit qui est particulièrement produit et distribué localement.
En revanche, dans le Grand Ouest, on a pas mal de flocons d'avoine, enfin beaucoup de distributeurs ont des flocons d'avoine qui sont produits localement. Dans le Sud-Est, pas mal de noix. Bon, il y a la noix de Grenoble, ce qui explique cela. Et dans le Sud-Ouest, en fait, on retrouve tout le top 10. Donc une région assez qui produit beaucoup de différentes denrées vrac représentatives des filières les majoritaires en France. Ensuite, quand on s'intéresse, après avoir vu les fournisseurs vrac aux commerçants, on voit que ce sont majoritairement des commerces implantés dans des villes moyennes, donc dans des villes de 20 000 habitants ou moins, et qui vont être principalement, donc ça c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de droite, et puis c'est majoritairement encore aujourd'hui des commerces fixes. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a de plus en plus de commerces ambulants et surtout de drive e-commerce qui proposent soit du click and collect, soit de la livraison qui se développe, et donc on voit que cette typologie de commerce, ils essayent vraiment d'être au plus proche de leurs clients et de s'adapter aux différents modes de vente. Les porteurs de projets aujourd'hui, ils ont en tête ça, que surtout à l'heure du Covid, on peut aussi s'adapter aux consommateurs en proposant du en ligne, du drive, que ça soit un commerce 100% dédié à ça, ou bien du fixe avec une solution de click and collect. Et après, sur tout ce qui va être les typologies de villes, on a des disparités quand on regarde commerce fixe vs ambulant. Logiquement, les commerces ambulants sont quand même davantage dans des zones plutôt rurales. Mais voilà, au global, on va avoir à peu près la moitié dans des villes moyennes, entre 2000 et 20 000, et à peu près 20% dans des grandes villes de plus de 100 000 habitants. Et sur la carte, est-ce que vous êtes surpris? On retrouve encore la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, dans les régions les plus denses et alors à la fois les plus dotées en commerce vrac, mais également les plus denses. Donc c'est-à-dire là où il va y avoir le plus de commerce par nombre d'habitants. Donc voilà, ça c'est les 3 régions les plus denses. Je crois que c'est la Bretagne parmi les 3 qui a vraiment le taux de commerce le plus fort par nombre d'habitants. Et par contre, la région qui a le plus de commerce vrac en nombre total, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et par contre, en Île-de-France, on a quand même pas mal de commerces, mais par contre, en termes de nombre de commerces par habitant, c'est beaucoup plus faible, c'est beaucoup moins dense que les autres régions. Voilà. Sur le reste, on est plutôt homogène. Il n'y a pas vraiment de régions qui traînent la patte, si ce n'est qu'il y a des régions qui ont peu de commerce, mais par rapport à... il n'y a pas un écart énorme par rapport aux autres régions en termes de densité d'habitants. Mais on peut toujours faire mieux. Et oui, voilà, donc c'est ça. Il y a 125, enfin en tout cas, à l'époque où on a fait cette carte, donc c'était en décembre 2021, pardon, il y avait 125 commerces en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ça on l'a déjà dit. Et donc, pour finir, en fait, on ne l'avait jamais fait avant le mois de décembre 2021. On n'avait pas vraiment cherché à, ou en tout cas pu le faire, essayer d'estimer en fait quels sont en termes de nombre de création d'emplois, quel était le potentiel ou en tout cas la réalité de la filière vrac aujourd'hui. Et donc, alors là, on s'est appuyé sur plusieurs sources différentes. Déjà, encore une fois, notre base adhérent et les questionnaires qu'on fait régulièrement passer à nos adhérents pour avoir des données sur leur activité économique. Ce qui fait que là, c'est sur les fournisseurs et commerces adhérents. On a essayé de regarder un petit peu la répartition des emplois par région. Donc encore une fois, il faut se baser sur les chiffres que vous avez eus précédemment, c'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a un peu plus de fournisseurs en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France. Donc ce qui explique aussi, notamment sur cette carte, que ça soit des bassins d'emploi un peu plus importants, puisque naturellement, il y a plus d'entreprises vrac, donc logiquement aussi plus d'emplois créés. Voilà, donc là, vous avez les différents bassins d'emploi, avec notamment les deux régions de l'Est un petit peu moins créatrices d'emplois pour le moment, ce qui changera grâce à tout ce qu'on va vous expliquer ensuite. Et donc ensuite, là, le chiffre global, c'est en fait un calcul des chiffres qu'on connaît de nos adhérents, donc commerçants et fournisseurs. Et puis après, il y a tout ce qui va être les commerces qui ont un rayon vrac, la grande distribution, les réseaux de magasins aussi qui, par exemple, emploient des personnes dédiées au vrac aujourd'hui pour développer l'offre vrac dans ce type de réseau. Ce qui nous permet d'estimer que en décembre non, ça c'est des chiffres de 2020, mais que du coup en décembre 2020, il y avait 8150 emplois directs créés par la filière vrac en France.
Voilà, encore une fois, c'est une estimation, mais qui nous semble relativement fidèle au tableau qu'on peut avoir du vrac en France. Voilà, donc moi j'en ai terminé. Si vous avez quelques questions pour moi, je les prendrai avec plaisir. Ouais, on va prendre rapidement une ou deux questions, s'il y en a. Ah, on en a. Je vais vous faire passer le micro. Bonjour à nouveau, Hervé Durand de Coura. Est-ce que vous avez une estimation de nombre d'employés dans une boutique vrac par rapport à vos questionnaires? Oui, tout à fait. C'est 1,5 équivalent temps plein dans une boutique vrac, en moyenne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez expliquer la surreprésentation du coup du vrac dans la région normande bretonne? Ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils sont cool ou est-ce que c'est parce que la région C'est une très bonne question qu'on essaye d'expliquer depuis un moment parce que bon, ces chiffres-là, on les affine à chaque fois et la tendance, elle se concrétise, mais ça fait très longtemps en fait qu'on a ce ressenti-là. C'est pas facile à estimer, mais on pense que bon, déjà, il y a plutôt une forte implantation du bio dans ces territoires-là. Et souvent, le vrac et le bio sont assez entremêlés historiquement. Donc, ça a clairement dû favoriser l'émergence de vrac dans ces régions-là. Il y a pas mal de groupes locaux zéro déchet aussi. On sait que les commerces spécialisés vrac, souvent, sont nés, en tout cas à la base, et Réseau Vrac en est également l'incarnation, puisqu'à la base, on était un groupe de travail de l'association Zero Waste France qui est devenue une association professionnelle. Donc c'est beaucoup en fait d'entrepreneurs qui ont été avant des citoyens sensibilisés à ces questions-là dans des groupes zéro déchet qui ont finalement décidé de passer le pas et de monter leur boutique. Et on sait qu'ils sont assez actifs dans ces régions-là. Donc voilà, c'est ce qui explique ça. Des régions assez économiques, assez dynamiques économiquement parlant également. Mais on n'a pas au-delà de ça, on ne sait pas encore l'expliquer de manière beaucoup plus tangible. Merci beaucoup, Chloé, pour cette belle entrée en matière. Merci. Donc on le voit bien, hein, on a une vraie dynamique du vrac. En même temps, ça fait 6 ans que l'association existe, ça fait 5 ans qu'on sent une vraie émergence. Mais on le voit bien, aujourd'hui, on peut vraiment avoir des chiffres au niveau des régions. On se rend compte que cette dynamique n'est pas forcément homogène sur le territoire. Et c'est pour ça que depuis l'année dernière, Réseau Vrac a commencé à travailler avec les régions en partenariat pour les accompagner, pour les aider à développer le vrac plus spécifiquement sur leur territoire. Et donc, depuis 2021, on travaille avec 2 régions. Donc, je vais inviter 2 adhérents à venir témoigner sur scène. Donc, Fanny Chevillot-Pénré, qui est la CEO de Rues et Dahu, qui est basée en Bourgogne-Franche-Comté, et Franck Bonfils, qui est fondateur et président de Un Air d'ici et de la marque Juste Bio, du coup, qui est basé en région PACA. Tiens, je te laisse. Juste là. Donc bonjour, merci beaucoup d'accepter de témoigner aujourd'hui. Je voulais commencer par toi, Fanny, qui est quand même impliquée dans le zéro déchet depuis longtemps maintenant. Comment tu as accueilli l'implication de ta région, donc la Bourgogne-Franche-Comté, dans le développement de la filière vrac ? Alors nous, on a trouvé ça vraiment formidable, vraiment super intéressant parce que ça permettait de mettre en valeur en fait le réseau vrac et la vente en vrac dans une région qui n'est pas forcément habituée en fait à la vente en vrac, une région qui est surtout connue en fait pour le vin et pour la moutarde et qui n'était pas connue pour le reste et qui nous a permis en fait de montrer qu'il y avait d'autres talents dans la région Bourgogne-Franche-Comté que ces 2 thèmes-là, en fait. Et c'est plutôt très, très bien parce que ça se passe, je crois, quand même assez bien, même si la région Bourgogne est un gros mastodonte qu'il est difficile de faire bouger et dont il est difficile de faire changer les habitudes. Toi, tu es basée du coup dans la région. Ça fait combien de temps que tu as commencé ton activité et est-ce que tu ressens des spécificités sur ton territoire, notamment comme on l'a vu avant sur le nombre de fournisseurs qui peuvent être moindres par rapport à d'autres régions ?
Alors, nous, ça fait 5 ans qu'on est installé en fait avec Druides et on a développé dès le départ en fait une offre en vrac. Et c'est vrai qu'on a vu tout de suite que c'était pas dans les habitudes de la région de toute façon. Il y a assez peu de fournisseurs qui proposent leurs produits en vrac. C'est vraiment pas courant en fait. Vraiment, c'est pas dans les habitudes de la région, mais actuellement, on commence à voir en fait pas mal de fournisseurs qui, autant dans la cosmétique que dans l'alimentaire, qui commencent à proposer autre chose. Et même, on peut commencer à trouver du vin en vrac, ce qui chez nous semble être une hérésie, mais ça commence à prendre tout doucement et on peut même trouver maintenant la moutarde en vrac. Donc, c'est un signe que ça bouge dans la région. Très bonne nouvelle. Et vous, Franck, donc, vous êtes installé à Carpentras, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes quand même un acteur majeur de la démocratisation du vrac, notamment dans les grandes surfaces. Comment vous avez accueilli l'implication du coup de la région Sud dans le développement de la filière vrac? Alors effectivement, on est basé à Carpentras. On a été bien avant l'implication de la région. On a initié le développement du vrac. On l'a initié parce qu'on l'a implanté en grande distribution. Moi, je tiens à rappeler quand même que le vrac n'existe pas. Quand on fait sa liste de courses, on ne dit pas je vais acheter du vrac. On dit simplement je vais acheter des fruits secs, je vais acheter des olives, des produits détergents, etc. Et ensuite, on a une sensibilité de réduction du gaspillage, de réduction des emballages polluants. Et c'est la raison pour laquelle on opte pour un produit sans emballage. Ce qui est important, et c'est ce qu'on a participé à faire, c'est de faire de la pédagogie. Donc l'action qui est menée par Réseau Vrac conjointement avec les régions et le détachement en région, ce qui est important, c'est travailler sur cette pédagogie. Nous, à notre manière, on a fait de la pédagogie en essayant de convertir des millions de personnes à une consommation plus responsable, en proposant notre offre en grande distribution. On a été appuyé par la région. Je voyais avec intérêt qu'on consommait vrac de plus en plus dans les régions. On n'est pas étranger à ce phénomène-là, parce que c'est quand même avec plus d'offres qu'on arrivera à inciter les consommateurs à une demande, à une consommation plus responsable. Et l'autre point de fierté qu'on a en région, c'est de dire qu'on a permis de créer 200 emplois, nous, sur le bassin de Carpentras, et pas Carpentras, mais sur le bassin local et en région. Ok, super. Alors Fanny, j'ai une autre petite question pour toi. Donc le partenariat est en place depuis maintenant 1 an et je crois savoir qu'il y a à peu près 25 actions qui ont été menées. Selon toi, quelles ont été les plus marquantes pour la filière vrac des actions qui ont été menées sur ces dernières années, sur cette dernière année du coup, puisqu'il n'y en a qu'une? Alors, je ne sais pas si c'est la première qui a été menée, mais c'est la première dans laquelle moi j'ai pu me rendre et qui était vraiment bien. C'était en octobre 2021. Il y a eu une grande réunion en fait organisée par la région et par le réseau vrac qui a accueilli plus de 100 participants et qui nous a permis en fait d'avoir une table ronde avec 4 acteurs majeurs du vrac, mais qui viennent plutôt effectivement de grandes distributions ou de produits traditionnels dits en grande distribution, ce qui a apporté quand même une belle visibilité qui montre aussi que des entreprises qui sont des fournisseurs en fait historiques peuvent changer aussi et peuvent s'intéresser au vrac. Et ça peut paraître ambivalent, mais je pense que c'est quand même aussi par eux et par leur visibilité qu'on y arrivera un peu plus dans notre région. Après, il y a un truc que je trouve absolument super et qu'en fait, on ne pense pas tout le temps, c'est toutes les formations que propose le réseau vrac qui ont été mis en fait en place dans la région, parce que la vente en vrac, c'est pas inné pour tout le monde. Il y a beaucoup, nous on a vu beaucoup en fait avec nos propres produits, nos cosmétiques, des gens qui les vendent sans donner les fiches, sans expliquer. Tout le monde peut toucher, tout le monde. Enfin voilà, là je vais parler pour mon produit à moi, mais en fait non, c'est réglementé et je pense que les formations sont là pour ça et pour rappeler qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et vendre n'importe comment tout en vrac. Et c'est déjà beaucoup, parce que c'est les deux vrais que j'ai retenus en tout cas. Et puis je sais qu'il y a d'autres projets qui sont en cours en partenariat avec la région, mais dont on ne peut pas forcément tout de suite parler. Et j'espère surtout que ça va permettre de développer, ça va donner envie
aux fournisseurs de Bourgogne-Franche-Comté de développer une offre et de proposer en fait beaucoup plus de produits. Oui, un accompagnement des professionnels à passer au vrac. C'est ça. Par l'exemplétarisme, par exemple, avec les grandes marques. Et puis, il y a d'autres actions, comme tu dis, qui vont arriver en Bourgogne-Franche-Comté. Je pense qu'on peut en parler. C'est de la sensibilisation grand public, notamment sur les festivals de musique pour cet été. Le VIF Festival, oui, Voilà. effectivement. Réseau Vrac va avoir, j'ai oublié, va avoir un stand. Et c'est un festival qui regroupe, c'est sur 2 jours. Il y a beaucoup de groupes et ça va toucher un public beaucoup plus jeune. Et ça va leur montrer que c'est utile, c'est ludique et on peut tout trouver en vrac, en fait. Et non, ça, c'est super d'avoir un stand dans ce très gros festival, en fait. Voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau chez nous, chez Réseau Vrac. Donc là, ça y est, on se lance vraiment dans la sensibilisation citoyenne et notamment via les régions et via les acteurs régionaux qui nous aident sur ces stands et sur ces manifestations-là. Donc, c'est des choses qui sont mises en place aussi grâce à ces partenariats régionaux. Alors, j'ai une dernière question pour toi aussi, Franck. Donc, le partenariat avec la région Sud va malheureusement toucher à sa fin cette année. Et donc, on a mené à peu près une quinzaine d'actions depuis l'année dernière. Et donc, selon toi, en tant qu'acteur de la filière et notamment fournisseur, quels sont peut-être les 3 points essentiels sur lesquels il faut qu'on travaille et où mettre tous nos efforts d'ici la fin de l'année? Alors, évidemment, vu le contexte de marché, je pense que le premier point à travailler, c'est une pédagogie sur les prix. On souffre, c'est vrai que la filière du vrac a pris une double lame de fond. C'est la première qui a freiné une première fois la dynamique, a été une crise sanitaire qui nous a touchés, qui a généré des vraies difficultés sur la demande. Du jour au lendemain, en l'espace d'une semaine, le plastique tuait des baleines et des tortues, et en l'espace d'une semaine, il sauvait nos vies. Et donc, on mettait une paire de gants, voire même 2 pour faire ses courses, masques, des autotests, etc. Tout ça a généré 11 millions de déchets liés au plastique à usage unique en 1 an. Donc, on génère chaque année du déchet supplémentaire. Deuxième lame de fond, donc on s'est aperçu quand même que notre modèle était très fragile. Il était très fragile, c'est-à-dire que on a des consommateurs qui ont naturellement et spontanément adhéré au modèle du vrac, mais qui s'en détachent très vite dès lors qu'il y a une nouvelle difficulté qui apparaît. Et au moment où on retrouve un peu des couleurs, où on se dit, tiens, on va remettre les considérations écologiques au premier plan, on se prend la deuxième vague qui est celle du pouvoir d'achat et de la vraie difficulté que les gens rencontrent, qui est celle de dire qu'aujourd'hui on dépense plus d'argent à faire le plein de sa voiture qu'à faire le plein de son caddie. Et donc la variable d'ajustement immédiate, c'est ce qu'on consomme. Et que le vrac a aujourd'hui une image de produit cher. Même si, et c'est là que j'en viendrai aux actions qui sont menées et qui doivent continuer à être menées, une action de communication qui est soutenue par Réseau Vrac et qui est relayée dans les régions et que je trouve extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, sur les dernières années, ce qu'on voit, c'est que Réseau Vrac a fait preuve de beaucoup de pédagogie à la fois auprès des consommateurs et vraiment des shoppers et auprès des distributeurs et des industriels avec des manuels, donc beaucoup de pédagogie. Donc je pense qu'on a une vraie action de sensibilisation, une vraie action de remobilisation en réexpliquant les fondamentaux du vrac. Et le deuxième point aussi, je pense qu'il faut quand même aussi remettre l'église au milieu du village sur les raisons pour lesquelles on a été amené à faire du vrac. On a été amené à faire du vrac pour réduire le gaspillage alimentaire, pour réduire l'émission d'emballages polluants, et pas pour répondre à des opportunités de marché. Nous, si on prend notre exemple, on est des producteurs de fruits secs et graines. On est devenus des producteurs de fruits secs et graines bio, et on trouvait ça pas logique de vendre des produits bio dans des emballages en plastique. D'accord ? Aujourd'hui, il ne faut pas... à cause de la loi AGEC, qui est une très bonne chose par ailleurs, mais qui met quand même une certaine pression aux distributeurs et aux industriels,
il ne faut pas retourner le principe du vrac en disant on va essayer de trouver des contenants qui ressemblent le plus possible à du vrac et voir apparaître dans des rayons des contenants qui seraient du vrac mais qui en fait n'en sont pas. Et donc c'est un peu le point de danger et les 2 points d'alerte, c'est 1, beaucoup de pédagogie auprès du consommateur et 2, rappeler les principes de base du vrac auprès des industriels qui sont là. Enfin, le vrac doit avoir une mission, elle est double, c'est réduire le gaspillage et réduire l'emballage et le plastique à usage unique en priorité. Et cette mission doit se transformer vraiment en impact avec des actes forts. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais prendre quelques questions s'il y en a dans le public, soit pour Franck, soit pour Fanny, soit pour moi. Bonjour, moi je vous demandais pourquoi le partenariat avec la région PACA s'était arrêté. C'était défini à l'avance ou voilà? Alors en fait, c'est qu'on signe des partenariats sur une durée. Et donc le durée avec la région Sud, c'est 2 ans. Donc ça se finit à la fin de l'année. Et pour la Bourgogne-Franche-Comté, c'est 3 ans. Donc il reste encore 2 ans avec la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, il y a peut-être potentiellement un autre projet qui va se monter, mais rien n'est encore sûr. Voilà. C'est à nouveau moi, Hervé Durand de Coura. Alors, on est en Bourgogne, hein, on fait des misos, des sauces soja en Bourgogne. Ma question porte en fait sur la relation avec la consigne et le lavage des contenants. Il y a des initiatives nationales et régionales qui sont un petit peu parallèles en fait à l'action de Réseau Vrac, où on a le réseau consigne au niveau national et des duplications, enfin des dispersions au niveau régional. Alors ce qu'il en est en Bourgogne-Franche-Comté m'intéresse plus particulièrement, mais aussi dans les autres régions, le lien du vrac et de la consigne et du lavage. Je peux répondre pour ma partie, même si je ne suis pas en Bourgogne-Franche-Comté. C'est en effet une problématique importante à 2 niveaux. La première, c'est en ce qui concerne le contenant même du vrac, c'est-à-dire la trémie, pour notre part. Donc nous, on a la particularité chez Juste Bio, c'est d'avoir dès le départ imaginé ce qu'on appelle du full service, où on met à disposition le mobilier, où on a nos merchandisers qui remplissent et on gère le lavage. Donc on gère le nettoyage partout en France. En ce qui concerne le nettoyage des contenants, en tous les cas des récipients que les consommateurs utiliseraient, alors là c'est à la charge du magasin. Si je parle en grande distribution, on descend d'un étage et là c'est à la charge du magasin. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment organisé. Il y a pas mal d'expérimentations avec des enseignes, notamment des enseignes indépendantes, qui permettent aux consommateurs de revenir avec leur propre emballage. On connaît la problématique de ça. La problématique, c'est la responsabilité. Si je viens avec mon contenant, qui va contrôler que dans ma trémie, je vais bien utiliser un contenant qui a préalablement été bien lavé, et même s'il a été bien lavé, est-ce qu'il a bien reçu des produits alimentaires avant? Je vais venir avec un contenant dans lequel j'ai acheté de l'eau de Javel, je vais acheter des amandes, j'arrive chez moi et les amandes ont le goût de Javel. C'est de quelle responsabilité il en ressort? Donc il y a énormément de problématiques. Pour le moment, la chose qu'on adresse et qu'on sait adresser, c'est la gestion de la tare. C'est-à-dire on sait permettre au consommateur de revenir avec son propre contenant, mais on ne sait pas, à notre niveau, adresser un système de consigne. Mais je sais qu'en région, il y a pas mal d'initiatives, et j'en ai vu là, il y a pas mal d'initiatives qui travaillent sur le sujet. En ce qui concerne Réseau Vrac, donc on avait travaillé l'année dernière sur un projet qui s'appelait le Hub Vrac, qui était de la circularisation des emballages entre fournisseurs et magasins, ce qui permettait de réduire les emballages. Donc le test a été conclu en Île-de-France. Là, on essaye de monter une V2, mais pour l'instant, le modèle économique n'est pas encore viable. On est en train d'y réfléchir pour la région Sud, mais c'est assez compliqué à mettre en place parce qu'il faut
qu'on ait des magasins qui acceptent d'être dans le test, qui aient les mêmes fournisseurs parce qu'il faut qu'on travaille sur les mêmes produits. Tout ça dans un rayonnage qui est acceptable aussi en termes de déplacement. Donc voilà, c'est des choses, c'est une boucle logistique qui est assez compliquée à mettre en place. On sait que c'est une boucle logistique qui fonctionne au niveau régional, donc on est en train de travailler dessus. On est aussi en train de travailler en Bourgogne-Franche-Comté, mais là en Bourgogne-Franche-Comté, le problème c'est plus le nombre de fournisseurs. Mais c'est des choses qui sont inscrites dans nos plans d'action qu'on veut mettre en place et on est en train doucement d'y travailler. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Franck ou Fanny ? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver donc Juste Bio si vous les souhaitez. Donc Juste Bio, c'est au stand C14 dans la halle 3 et Druides dans les pavillons, donc c'est Z12 si vous souhaitez les retrouver et continuer les discussions. Donc on va maintenant entamer notre dernière partie de la conférence qui est sur la coalition VRAC en Centre-Val de Loire. Donc qu'est-ce que c'est la coalition VRAC ? Eh bien, c'est un dispositif tout nouveau qu'on a lancé en janvier. En partenariat donc avec la région Centre-Val de Loire qui nous soutient. Et je vais donc inviter sur scène Claire Dupont, qui est gérante de l'épicerie autour du VRAC, basée à Tours. Charles Fournier, qui est le vice-président délégué au climat, aux transitions écologiques. Bref, je vous laisse lire sur la slide de la région Centre-Val de Loire. Et enfin, Éric Rambourg, tu n'es pas fondateur et président, mais tu es senior manager. Je ne sais pas, il y a une petite faute, c'est de ma faute. Ouais, il y a un petit couac, mais qui est ambassadeur Réseau VRAC en région Centre-Val de Loire. Donc ça y est, la région Centre-Val de Loire s'est aussi un peu jetée dans le grand bain, on va dire, du VRAC, qui nage encore un petit peu, mais on va y arriver. Donc je vais commencer par la première question pour toi, Éric. Tiens, je te donne un micro. On commence pas par toi parce que tu es notre chouchou, hein, mais tu es quand même notre ambassadeur régional. Voilà. Alors, on le voit, on l'a vu, hein, la dynamique du VRAC, elle est vraiment enclenchée depuis 5 ans maintenant en France. On voit que la région Centre-Val de Loire est un petit peu en retard sur les chiffres en termes de région. Sauf quand oui, sauf dans les... Pourquoi, Éric, selon toi, il est primordial que les décideurs publics s'emparent du sujet du VRAC ? Alors pour nous, c'était une discussion qu'on avait déjà eue en avance avec Charles, avant les élections régionales. Et Charles m'avait dit, attends que les élections passent, et si j'arrive, effectivement, je suis renouvelé dans mon mandat, on pourra faire des choses ensemble. Et dans ce cas-là, ça vaudra le coup que je reçoive Réseau VRAC. Donc voilà, donc ça c'était la genèse de la genèse dans l'histoire. Et effectivement, c'est là où, avec Célia et Cécilia, on a rencontré Charles, la région, des équipes de la région, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Et pourquoi c'est important ? Parce que, comme vous l'avez vu, on est super bon dès qu'on annexe la Charente. Alors, comme on ne va pas annexer d'autres régions, on va être obligé de se développer par nous-mêmes. Ce qui est important pour moi, c'est en fin de compte la vision de la région. La vision de la région, c'est d'avoir une dimension systémique au niveau, d'une part, du VRAC, mais aussi du réemploi. Les deux ne peuvent pas être dissociés. Alors, c'est vrai qu'on est en retard par rapport au réemploi, mais par rapport au VRAC, on est en avance. Et donc, effectivement, c'est de mettre en place effectivement des solutions de réemploi, des sociétés qui, pour certaines, font partie de Réseau VRAC. On en a trois en région qui proposent des solutions de réemploi et de mettre tout ça en action. Et puis, c'est aussi au niveau des industriels, au niveau de l'innovation, c'est aussi au niveau des producteurs de mettre en marche effectivement cette dynamique du VRAC, et donc et aussi de la part au niveau des territoires de pouvoir mettre une offre qui soit adaptée pour l'accès aux épiciers à des pas de porte qui leur permettent de pouvoir se développer. Donc vraiment une vision complètement systémique de l'approche du VRAC.
Donc maintenant, une petite question pour vous, Charles. Donc, comme l'a dit Eric, on s'est rencontrés en octobre 2021. Nos discussions ont commencé. Et qu'est-ce qui vous a motivé à travailler avec Réseau Vrac pour la filière du vrac? En fait, ce qui motive un élu d'une région, c'est essayer de partir des expériences qui existent déjà et de massifier ces expériences. Parce que si aujourd'hui, partout, il y a des initiatives de transition, il y a des initiatives autour du vrac qui sont prises dans notre région, mais on voit bien que ça décolle doucement et qu'il y a besoin autour de tout ça d'un écosystème organisé pour rendre possible ce déploiement plus vite. Parce que finalement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps que d'accélérer ces réponses-là. C'est des réponses indispensables. Tout l'argumentaire, vous le connaissez par cœur, mais elles sont indispensables face à ce qui se dresse devant nous. En région, on a des sujets extrêmement importants, par exemple avec les déchets, mais on a aussi évidemment des sujets de pouvoir d'achat. On a, je dirais aussi, des sujets autour de l'organisation d'une agriculture relocalisée. Et je pense que le vrac peut être aussi une contribution sur les questions alimentaires, à une relocalisation de l'économie. Et quand on a tout ça devant nous, il faut avoir autour de ça un écosystème organisé. Et quand le réseau vrac vient nous voir en nous disant nous pouvons accompagner, c'est évidemment pour nous une des réponses. Et puis peut-être ce qui a créé aussi les conditions pour aller vite, c'est que dans la région, et je sais que vous voudrez en parler juste après, on a initié une démarche quand même assez exceptionnelle qui s'appelle la COP régionale, donc qui est comme la COP mondiale, mais je l'espère, l'a réussi. Et c'est une COP de l'action, c'est-à-dire comment on arrête de s'écarter des trajectoires et on passe aux actes. Et donc, dans ces actes-là, il y a ce que nous sommes en train de faire sur le vrac, mais je développerai sans doute après. Oui, alors je pouvais nous en dire un tout petit peu plus sur cette COP, sur la COP en général, parce que je sais que c'est assez innovant. Vous êtes la seule région à avoir ça, il me semble, en France. Vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est, comme ça nous permettra de bien comprendre qu'est-ce que la coalition VRAC au sein de cette COP. Alors, on n'est pas la seule région. Après, les versions qui existent sont sans doute peut-être pas aussi ambitieuses, me semble-t-il, que celles que nous avons initiées. Vraiment, en tout cas, c'est né de cette idée que on a deux difficultés. À la fois, on a des initiatives tout à fait intéressantes, mais quand on fait la somme de ce que chacun fait, on n'est pas au résultat. Et moi, en tant que vice-président, je mesure régulièrement le fait que nous ne soyons pas alignés avec les trajectoires qui nous sont fixées finalement par les scientifiques et que les grandes décisions internationales, européennes, nationales et même régionales, on a des schémas, on a de la planification qui existe déjà, mais on n'est pas au rendez-vous dans les actes. Et donc pour faire face à ça, il y a besoin de travailler collectivement, il y a besoin de croiser les regards, il y a besoin aussi de s'attaquer aux controverses et pas simplement les laisser de côté, d'être capable de discuter, de confronter les points de vue pour prendre les bonnes décisions. Et cette COP régionale, elle est un accélérateur de transition parce qu'elle permet d'accompagner des projets, d'accompagner de l'innovation, de faire en sorte qu'on aille plus vite, mais elle permet aussi de résoudre des difficultés, des sujets sur lesquels finalement on ne se parle pas et on n'avance pas. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place, alors il y a plein de choses dans cette COP régionale, il y a de l'encouragement vis-à-vis des citoyens, de l'encouragement vis-à-vis des acteurs économiques. Les banques, on a par exemple créé un compte bancaire avec un compte épargne avec une banque qui permet de financer des projets directs dans notre région. Et donc, on a aussi mis en place des coalitions d'acteurs. Et ces coalitions d'acteurs sont extrêmement intéressantes parce qu'elles font avancer des acteurs ensemble sur des sujets. Il y a une coalition qui vient de se créer sur le vrac, mais puisque tout à l'heure on parlait des grands événements culturels, on a dans notre région une coalition qui travaille sur les éco-manifestations de deuxième génération. C'est-à-dire comment on dépasse l'éco-cup. C'est bien d'avoir des éco-cups dans une manifestation, quoique ça commence à être, on commence à réinterroger même ça, mais comment on va beaucoup plus loin. En fait, ces manifestations, des lieux aussi de la transition, de la sensibilisation, de la pratique, et ben voilà, en croisant ces sujets-là, en croisant ces coalitions-là, on va arriver à des résultats. Et ces coalitions, on finance des acteurs pour pas simplement discuter, mais pour prendre des engagements. Et c'est dans le cadre de l'accord régional COP, qui est un accord, bon, ça ne ressemble pas tout à fait à l'accord mondial, mais dedans, il y a des engagements très précis qui sont pris et qu'on peut mesurer. Et ça, si on veut un peu rassurer nos concitoyens aussi sur le fait qu'il y a des choses qui peuvent se passer, que l'on peut avancer, que l'on peut avoir des résultats, il faut être capable de mesurer ces résultats. Sinon, on reste à manœuvrer des grands chiffres au journal de 20 heures qui affolent un peu tout le monde et qui parfois peuvent entraîner du repli plus que de l'action. Merci beaucoup. Et donc, Claire, toi, ça fait bientôt 3 ans que ton épicerie elle a ouverte. Tu es une membre très active de notre coalition VRAC. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est cette coalition VRAC et quel est son but ?
Oui, alors la coalition, l'idée, ce qui est, on a tous, enfin moi en tant qu'épicière, j'ai plein d'idées pour développer, mais j'ai pas assez de recul, et donc on a besoin d'être plusieurs. Donc là, on a des fournisseurs, on a des fabricants de matériel comme HL Display, on a Day by Day qui est, enfin qui a son siège, donc qui est là aussi. D'autres participants comme épiciers comme moi ou plus gros. Et donc l'idée, c'est d'être ensemble et de trouver des idées pour amener un maximum de personnes sur le vrac. Alors là, on est dans notre région, donc c'est notre problématique de région, mais après, j'espère que ça pourra se déployer ailleurs. Mais voilà, l'idée, c'est d'être à plusieurs pour travailler, pour aller sensibiliser, pour augmenter le nombre de personnes qui vont créer ces entreprises vrac. Pour ça, on a besoin de la région, donc c'est l'intérêt, c'est de travailler avec la région parce que il faut nous aider à trouver des locaux, nous aider à trouver, enfin voilà, à sensibiliser les Comcom pour essayer de développer. Donc on a, voilà, l'idée, c'est d'être plusieurs à réfléchir et à trouver les bonnes idées pour développer le vrac. Sinon, Merci beaucoup Claire. Et j'ajouterais juste aussi qu'il y a des associations dans cette coalition qui ne sont pas forcément adhérentes de l'association, de l'association Réseau Vrac, mais donc qui sont des associations locales qui vont être chacune dans leur spécificité. Donc on a des associations par exemple de la bio, des acteurs de la bio alimentaire. On a des associations comme Zero Waste qui font bien de la sensibilisation citoyenne. Et on a l'association Reboot avec Hugues Eben sur la consigne pour remettre en place justement effectivement la consigne. Alors consigne de bouteilles, de bocaux, mais aussi de contenants réutilisables qu'on pourrait utiliser dans les épiceries vrac. Donc effectivement tout ça c'est la bonne boucle. Voilà, et donc on réunit tous ces acteurs-là pour un peu travailler ensemble. C'est un groupe de travail en fait, cette coalition tout simplement. Et on se dit mais quel est notre objectif? Où est-ce qu'on veut être dans 5 ans? Et comment on va y arriver? Et surtout, avec quelle réalité? Qu'est-ce qui est possible de mettre en place ou pas avec les territoires, avec les acteurs de la filière, avec de la sensibilisation citoyenne en même temps, et aussi sur les différentes échelles. Parce qu'on a l'échelle de la région, mais on a aussi des échelles départementales, des échelles de Comcom, des échelles de métropole. Et donc il faut aussi qu'on puisse se rendre compte, parce que c'est assez nouveau pour nous aussi, la filière vrac, on n'a pas l'habitude de travailler avec les institutionnels. Qu'est-ce qui est possible de faire à quelle échelle et pour quelle cible? Voilà, je pense que Eric voulait aussi ajouter quelque chose sur la coalition. Oui, quelque chose qui est très important, c'est que dès le départ, on a un planning avec une date de fin. C'est-à-dire que moi, je suis un industriel, j'aime bien quand ça commence et ça se termine et qu'au bout, on apporte un résultat ou on apporte une solution. Et là, effectivement, on a démarré en début d'année et on sait que début septembre, on doit rendre un rapport à la région pour que si effectivement notre rapport emmène la région, apporte l'adhésion de la région, et ben on puisse développer une convention sur, j'espère, plus de 2 ans. Je fais un peu de pub pour nous. J'espère plus de 2 ans, plus de 3 ans, voire voilà, parce qu'effectivement, on a un programme qui est ambitieux. Et l'idée, c'est vraiment ça. Et l'idée, comme tu le dis, et c'est quelque chose d'important pour moi, c'est que l'on a aussi les ambassadeurs du tri. C'est des gars qu'on ne voit jamais. En fin de compte, c'est vos gars qui ramassent les poubelles. Hein. Okay, et en fin de compte, ils ont aujourd'hui un titre qui est l'ambassadeur du tri. Mais qu'est-ce qu'on va leur demander? On va leur demander d'aller dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, pour faire le tri. Et ben oui, ben on les a mis, ils sont venus dans la COP, et c'est super enrichissant. Donc voilà, donc c'est un peu tout ce mix, toute cette intelligence collective qui travaille dans la coalition, et c'est ça qui m'intéresse vraiment dans la coalition. Ouais, et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'acteurs qui tournent autour du vrac, mais qui n'y sont pas encore. On a aussi la Chambre des métiers de l'artisanat, par exemple. On a tout ce qui est commande publique, qui viennent à la coalition, qui nous posent des questions, qui nous disent leurs problématiques, et ce qui nous permet, nous aussi, de nous axer, de nous dire, OK, il y a cette problématique-là, par exemple, pour les magasins de bouche, comment on peut y répondre, et comment, dans le plan d'action, quel plan d'action on va mettre en place pour pouvoir intégrer le vrac sur ce nouveau public, ces nouveaux professionnels-là, qui ont aussi des attentes et des demandes. Bien sûr, toujours au niveau régional, parce que il y a aussi chaque région qui a ses spécificités, on les a vues avec Chloé avant, mais cette coalition est vraiment très intéressante parce que, au lieu de se lancer directement dans un partenariat, on s'est dit,
attention, il y a quand même des spécificités qui peuvent être différentes suivant les territoires, même au sein d'un même territoire. Dans les différents départements, les spécificités sont différentes. Donc, il faut bien qu'on adapte notre plan d'action avant de se lancer. Oui, non, mais puis pour la collectivité, l'intérêt est aussi de calibrer le type de réponse que nous allons construire. Moi, je suis convaincu que les politiques publiques, elles doivent être nourries de l'expérience. Elles sont l'écho finalement de ce que des gens sont en train de faire. Mais pour ça, il faut avoir ce temps de l'échange, du calibrage, du constat, de savoir se dire mais quels sont les freins que nous voulons lever en région, effectivement quelle singularité dans notre région à prendre en considération, ce qui nous permettra d'avoir un programme, moi je ne sais pas si ce sera 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, mais un programme efficace, avec des ambitions, avec des résultats au bout, pas simplement un exercice de sensibilisation en se disant on se revoit dans 3 ans, et voilà, je crois que voilà, l'argent public bien utilisé, c'est de l'argent public qui va être efficace, et pour qu'il soit efficace, il faut être un peu à l'écoute des acteurs, et c'est comme ça qu'il le devient. Donc on l'a dit, l'objectif c'est quand même de signer une convention avec la région d'ici la fin de l'année, et donc après d'avoir quelqu'un en poste, on l'espère, en janvier 2023 en région pour pouvoir mettre en place ce plan d'action-là. On a aussi l'ADEME qui est dans notre coalition, donc on espère qu'elle pourra aussi soutenir ce projet. Donc je voulais vous demander à tous les trois, à chacun votre tour, quelles sont vos 3 attentes principales, je dirais, pour ce futur partenariat. On commence par toi, Eric. J'ai une première attente, mais qui doit en regrouper au moins 2. C'est là, au niveau de l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on parte du producteur, du transformateur, du distributeur, mais aussi en prenant comme tiers de confiance le consommateur, un peu à la méthode de C'est qui le patron. Moi, j'aime beaucoup cette coopérative d'action. Et effectivement, mettre cette intelligence collective pour développer l'innovation au niveau du vrac. Travailler ensemble sur de réelles innovations au niveau des emballages, au niveau de la production, mettre en place des territoires résilients. Voilà, vraiment développer des vraies filières qui nous permettent demain d'être pas les avant-derniers, ou enfin voilà, pas loin, mais en tout cas d'être vraiment la région qui a une belle dynamique et qui arrive à développer le vrac ensemble. Et je remercie Didier qui est ici aussi de Day pour sa participation, parce que à chaque fois il nous fait reprendre de la hauteur dans la discussion, et ça faut le dire. Merci Didier. Et on va finir par vous, Charles. Alors, non, parce que Claire n'a pas encore dit ces 3 points. Ah, oui. Alors, moi, en fait, notre classement, ça dépend des cartes quand même. Selon la police et les syndicats, on est dernier ou premier ou deuxième. Donc, je pense que c'est pas mal avec la Charente. J'aime bien votre cartographie. D'ailleurs, géographiquement, elle raconte peut-être aussi des choses. C'est pas inintéressant. Non, peut-être que pour être sérieux, une des ambitions, ce serait d'être la région qui a la plus belle progression. Comme on part de bas, on peut au moins se donner cette ambition d'avoir la plus belle progression. Et la plus belle progression en se donnant un rythme de cette progression, et je dirais dans les 3 ans à venir, d'avoir une réelle progression. Il y a un deuxième sujet qui me paraît très important, qui est la question de l'acceptabilité sociale et de la dimension sociale du vrac. Moi, je pense que si on veut avancer, si on veut massifier aussi ces pratiques, il faut aussi se préoccuper de la façon dont chacun va s'en saisir. Et donc, c'est pas que de la sensibilisation, c'est aussi rendre possible cet accès au vrac. Alors, accès aux produits qu'il y a derrière le vrac, parce que je partage bien ce qui a été dit tout à l'heure. Ce qu'on achète, c'est un produit. Enfin, c'est un produit. C'est les valeurs nutritionnelles, tu dirais. C'est ça qu'on achète, et c'est pas forcément le produit. Donc ça, ce serait sans doute une deuxième ambition. Puis il y en a une troisième, c'est que se crée dans les territoires des coopérations autour de ce sujet, que se structure une filière et que les acteurs travaillent ensemble. Voilà, c'est un peu l'esprit de cette coalition, mais il faut la faire vivre au plus près des gens, et donc dans nos territoires à l'intérieur de la région. Et donc pour toi, Claire, en tant que commerçante, quelles sont tes 3 attentes concernant ce partenariat ? Non, l'idée c'est vraiment, pour moi, qu'il y ait de plus en plus d'épiciers vrac, que le vrac en fait devienne un standard. Que ça soit plus un truc qui soit que pour 37% ou 27%, je sais plus le chiffre, mais j'étais un peu étonnée que là-dedans il y ait les marchés. Je pense qu'il n'y a pas les marchés, c'est pas possible, parce que les gens vont quand même au marché. Mais voilà, que les gens, ça devienne le standard, que ça devienne une référence, donc qu'on arrive à faire
la sensibilisation, de l'éducation dès très jeune, qu'on achète un produit, on achète du riz, on n'achète pas un petit bonhomme vert qui s'agite pour nous vendre du riz, on achète des choses importantes pour sa nutrition, que ça a un impact sur l'avenir, que ça a un impact sur sa santé. Enfin, voilà, qu'on arrive vraiment à mettre ça en place, mais et que ça devienne normal, logique, facile. Et donc, il y a effectivement beaucoup de boulot. Mais je pense que tous ensemble, quand on travaille main dans la main avec et le fabricant, et le fournisseur, et celui qui fait les emballages ou les machins, eh ben, il y a de grandes chances qu'on y arrive, quoi. On l'espère. Ah mais non, mais c'est sûr. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais